Nous avons avec un léger retard. Un sujet extraordinaire à discuter, c'est de l'exploration des mondes marins aux océans du ciel. Donc nous avons, je dirais que l'imaginaire des auteurs de SF a été nourri par tout ce qui s'est passé avant, tous les récits qui ont pu être racontés avant, toutes les épopées maritimes. Mais alors, ce que l'on va essayer d'aborder, c'est est-ce que finalement on peut faire des parallèles, est-ce qu'il y a des différences, qu'est-ce que l'on peut dire sur les océans du ciel finalement. Donc pour parler de cela, je vous présente le panel prestigieux que nous avons aujourd'hui. Donc commençant par Pierre Bordage. Évidemment, il est difficile de le présenter ici alors qu'il a présidé ces Utopiales pendant plus de 10 ans. Je rappellerai juste qu'il a écrit un nombre impressionnant de romans qui ont été distingués par de nombreux prix. Nous y trouverons entre autres des space opéras, dont nous allons sûrement reparler tout à l'heure, tels que depuis Les Guerriers du Silence jusqu'à La Fraternité du Panca. Nous avons Jean-David Morvan, qui est scénariste de bande dessinée. C'est un auteur prolixe qui a travaillé ou travaille sur plusieurs séries à succès, entre autres Sillage et Mélis. Il est amateur de... Même des séries qui n'ont pas de succès, j'en fais aussi. Ah bon? Je les aime bien quand même. Amateur de space opéra et de monde lointain, il a aussi adapté le cycle de Chai en bande dessinée. Olivier Paquet est docteur en sciences politiques, passionné de science-fiction, il adore l'animation japonaise, les mangas, il est chroniqueur de l'émission radiophonique Mauvais Genre sur France Culture, il écrit essentiellement des nouvelles dans la revue Galaxy, il a aussi publié un roman, Structura Maxima. Alors, je vais le lire, non, il n'a pas écrit qu'un seul roman. Oui, entre autres, c'est-à-dire que j'ai publié à la Talente l'année dernière, les 2 ans, Les Loups de Prague, et donc cette année, le Make-in, premier tome d'une trilogie. Pour mettre à jour Wikipédia. Oui, voilà, je fais pas ma propre mise à jour. Si, puis de toute façon, non, ma page Wikipédia est à jour. Non, je l'ai retouché avant de... Alors, parmi nous, nous avons aussi Sophie Nico, qui est titulaire d'un doctorat en interaction moléculaire plantes-micro-organismes. Elle a travaillé au CEA dans l'équipe du Génoscope d'Evry. Elle a participé à l'expédition Tara Océan dans le Pacifique en 2011. À la suite de cette expédition, elle a publié un livre pour les juniors, Mission Tara Océan, journal scientifique. Elle travaille désormais au sein de l'Institut de biologie environnementale et biotechnologie du centre du CEA de Cadarache. Et pour finir, parce qu'il en fallait un, Ayerdal. Alors pour le résumer, je trouve que l'étiquette qui lui est attribuée sur le site des Utopiales est parfaite. C'est l'homme en colère de la SF française. Il est de base un écrivain de romans de science-fiction et de thrillers, récompensé par plusieurs prix, dont un pour l'ensemble de son œuvre. Il est aussi très actif sur les questions de droit d'auteur, sur la révolution numérique. Alors, espace, océan, monde sous-marin, ce sont des endroits où finalement l'homme n'est pas naturellement à sa place. Pourtant, il y est présent, il explore ces zones du monde qui l'entourent avec un acharnement qui persiste avec les années. Depuis l'Antiquité et les premiers navires jusqu'à la station orbitale ISS qui vole au-dessus de nous en ce moment, et il y a des gens qui sont dans l'espace. Alors, je vais évidemment me tourner par la plus scientifique. L'océan, l'espace, au niveau scientifique, est-ce qu'on peut faire une comparaison? De premier abord, c'est un peu compliqué, mais ce sont tous les deux fluides, physique déjà. Ce que je vois, c'est que surtout il existe beaucoup d'interactions entre les océans déjà et l'atmosphère, donc entre les océans et le climat. Donc tout ce qu'on va apprendre sur les océans nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'atmosphère et le climat. Donc si on veut transposer ça pour les voyages dans l'espace, plus on en sait sur l'atmosphère et plus on en saura aussi sur l'environnement et aussi comment recréer cette atmosphère sur d'autres planètes par exemple. Alors je vais poser la même question, mais à un auteur de science-fiction, Pierre Bordage. Est-ce que finalement les océans et l'espace, est-ce qu'on peut s'en servir de la même façon lorsque l'on écrit? Très probablement, oui. J'ai toujours été fasciné par l'Iliade et l'Odyssée. Je vais me répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais voilà,
pour le moment, je ne me contredis pas, enfin, j'espère. Et il y a l'Odyssée, surtout l'Odyssée qui raconte le retour d'Ulysse, où son terrain de jeu, enfin son terrain d'aventure est la mer Méditerranée, avec beaucoup de dangers parce que très inconnu, manipulé par des dieux souvent, avec des rencontres de créatures extraordinaires, non humaines, avec la magicienne Circé, avec le Charybdis, enfin, etc. Il y a toutes ces grandes figures de l'altérité qu'il rencontre. Et il se trouve que le monde a un petit peu changé depuis Homère, et qu'on s'est rendu compte que finalement la Terre n'était plus le centre du monde, mais une petite planète perdue sur un coin de la galaxie, ce qui a déplacé un petit peu la perspective, et qui fait que le terrain de jeu, enfin, des aventures, s'est un petit peu déplacé avec le space opéra, parce qu'on est allé vers la zone inconnue qui nous restait, c'est-à-dire l'espace, et que quand on a envie de voyage extraordinaire, de provoquer cette espèce de vertige propre au genre science-fiction, naturellement, je pense que les auteurs se tournent vers l'espace, puisque c'est inconnu, puisque c'est dangereux, et puisque de toute façon, personne ne viendra nous contredire. Donc, il y a quand même... Moi, je dirais quand même qu'il n'y a pas que l'espace qui est inconnu. En fait, on s'aperçoit que les océans sont complètement inconnus. C'est 3/4 de la superficie de la planète, et pourtant, on ne connaît pratiquement rien sur ces océans, tant au niveau physique qu'au niveau biologique. Oui, mais il y a une différence, c'est que... les océans, même s'ils sont très très inconnus, où on découvre des créatures sans cesse nouvelles, etc., c'est qu'on a la possibilité de le faire, pour l'instant, beaucoup plus facilement que l'espace. Donc on a l'impression, alors que c'est faux, probablement faux, puisque l'océan est un domaine assez inconnu, que c'est beaucoup plus facile d'y aller, même s'il faut beaucoup plus de moyens, paradoxalement, parce que l'auteur de Space Opera, je veux dire, si je vais dans le fond des océans, il va falloir que je donne un semblant de crédibilité, donc c'est comme si j'allais explorer, qu'il fallait des moyens pour explorer, que je vois exactement ce qui s'y passe. Dans l'espace, non, il n'y a vraiment aucune, à mon avis, même si on a quelques notions d'astrophysique, aucune contradiction possible. Le vaisseau spatial n'existe pas, on est d'accord pour l'instant, on n'a pas la vitesse au-delà de la vitesse lumière, tout ça n'existe pas. Mais justement, c'est un terrain très propice, enfin pour moi, très propice à l'imaginaire. Et je fais la comparaison avec l'océan d'autant plus que souvent, moi j'utilise des créatures d'essence marine dans l'espace. J'ai des migrateurs célestes, par exemple, qui sont des sortes de baleines de l'espace ou des Xaxas dans les guerres du silence, qui sont aussi des créatures mythiques voguant d'un coin à l'autre de la galaxie. Voilà, moi, en tant qu'auteur d'imaginaire, l'espace me paraît un terrain extraordinaire parce qu'il a une très grande dangerosité, puisque, comme dans les océans d'ailleurs, je veux dire, quand on est dans un bathyscaphe, on est tout petit, un être humain tout petit au fond de l'océan, et dans le vaisseau spatial, dans le fait qu'on soit confiné dans un petit endroit devant une immensité, ça provoque des émotions, des perspectives extraordinaires pour l'auteur que je suis, ça m'excite énormément. Voilà. Alors donc, là on vient de parler de l'océan et de l'espace, maintenant il y a l'homme. L'homme, quand il veut se déplacer, que ce soit dans l'espace ou que ce soit sur la mer, il utilise des moyens technologiques donc, qui ont été les bateaux, puis les bathyscaphes, les sous-marins et les vaisseaux spatiaux. Alors pour l'instant effectivement nos vaisseaux spatiaux ils existent, je suis désolé. Ils sont effectivement rudimentaires, mais nous savons aller au moins dans l'espace proche, parce que nous savons quand même aller jusqu'à la Lune, ce qui est déjà pas rien. Et donc, est-ce que, alors je vais me tourner vers Jean-David Morvan, lorsqu'on dessine des vaisseaux, lorsqu'on prévoit des vaisseaux, lorsqu'on imagine des vaisseaux spatiaux, comme dans Sillage où il y en a quand même quelques-uns, est-ce qu'on se sert des bateaux? Ça a le même nom déjà, ça s'appelle des vaisseaux, donc en fait oui c'est la même chose, évidemment c'est la même chose. Je voulais juste dire que en fait dans l'espace il y a des gens, mais sous la mer il y a aussi des gens, sauf qu'on ne peut pas leur parler parce qu'ils sont morts. En général ils sont noyés, donc mais c'est la vraie différence, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens vivants éventuellement dans l'espace, mais sous la mer non. Donc je pense que c'est ça la différence. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas rencontré de race entre guillemets intelligente sous la mer, donc et effectivement, je pense qu'on a l'impression que c'est plus simple d'y aller. Moi, j'essaierais pas, personnellement. Alors que dans l'espace, si j'avais la possibilité, peut-être que j'essaierais. Ça me ferait un petit peu moins peur. Après, pour les vaisseaux spatiaux, c'est surtout Philippe qui les imagine, mais le gros avantage du vaisseau spatial, c'est qu'on peut lui faire à peu près n'importe quelle forme. C'est-à-dire qu'il peut avoir une forme d'aspirateur. Dans l'espace, ça pose aucun problème. Sur la mer, c'est emmerdant. Surtout si on fait une forme d'enclume, par exemple. Sur la mer, ça va pas du tout. Donc voilà, effectivement, on est plus libre pour tout ça dans l'espace.
Oui, alors moi, la différence, je pense aussi, entre les vaisseaux spatiaux et maritimes, c'est un truc, tous les auteurs ne se rendent pas compte, c'est qu'un vaisseau spatial, si on réfléchit par rapport à l'accélération, c'est que normalement il devrait être en apesanteur. D'ailleurs, le navire que je décris dans le Make-in, c'est comme dans 2001, il faut qu'il y ait un moyeu pour créer une gravité artificielle, mais sinon, et je trouve qu'il y a un aspect fun quand même de créer un navire où tout le monde se balade sans avoir de... où quand on fait cours, vous pouvez avoir des élèves au plafond, le prof sur un côté, ou quand vous avez un studio, ça déploie l'espace aussi, le fait d'être en apesanteur. C'est-à-dire que quand vous avez... Parce que l'un des problèmes des vaisseaux spatiaux, c'est normalement le problème du confinement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très petit. Sauf que finalement la surface est démultipliée par les faces d'une chambre. Donc c'est aussi il y a un aspect aussi intéressant à exploiter quand on est dans l'espace par rapport à la marine. C'est ça, c'est qu'on peut utiliser tout. Topologiquement, on est dans un autre univers. Et puis le dernier élément, et ça aussi je pense que c'est ce que disait Pierre et qui est important, l'espace, surtout quand on a des navires qui ne vont pas au-delà de la vitesse de la lumière, c'est se réapproprier le temps. Et je trouve